Christian Saint-Etienne, on en parlait à l'instant, c'est un signal parce que c'est la Réserve fédérale américaine. On le savait, on avait été totalement prévenus, il n'y a aucune surprise. D'ailleurs, les marchés financiers n'ont pas pété un câble, pour le dire un peu vulgairement. 25 points de base. Et on est entre 0,25 et 0,5 donc de taux directeur aux États-Unis. L'idée, c'est d'arriver entre 1,5 et 1,75. Il fallait, c'est sain de revenir à des choses plus conventionnelles. Comment vous regardez cet acte important, parce que c'est la première hausse de taux depuis les politiques non conventionnelles? Oui, dans un contexte où l'inflation aux États-Unis est entre 6 et 7. Oui, elle est même à plus de 7. Hein. Voilà, donc même si on trouve une solution dans le conflit russo-ukrainien, l'inflation américaine va rester autour de 4,5 pour 18 mois de 2 ans. Donc, on est encore dans un monde de taux réels négatifs, fortement négatifs. Il faut toujours le rappeler. Et c'est le cas aussi en Europe. Bon, donc la remontée des taux, c'est le paradoxe dans ce contexte, dans la mesure où elle n'est pas excessivement rapide, elle rassure les investisseurs, puisqu'ils se disent qu'on revient vers un peu plus de rationalité économique. Le deuxième aspect lié à cette hausse, qui fait que pour l'instant, aussi longtemps qu'on reste en taux négatif, ça n'inquiète pas les responsables de la politique économique, c'est que ça bénéficie aux banques. Et que dans les crises que nous connaissons, il y a 2 amortisseurs en réalité. Il y a l'État et puis les banques. Puisque dans les crises, les banques font des pertes et elles les absorbent sur leurs fonds propres. Donc ce deuxième amortisseur prend de l'ampleur avec la hausse des taux. Aussi longtemps, mais c'est ça le point fondamental pour les auditeurs, aussi longtemps que les taux de banque centrale sont inférieurs à l'inflation, on n'est pas dans une situation qui peut freiner la reprise. Voilà, on n'est pas dans une... Enfin, c'est pas Volcker années 90. Ouais. En fait, alors, deux choses sur ce que dit Christian. On parlait de sélection de valeur. C'est sûr que dans une période où la politique devient moins accommodante, fin des programmes de rachat d'actifs, remontée progressive des taux, les financières, c'est bien. Donc, il ne faut pas s'asseoir sur l'indice, il faut essayer de discerner la rotation sectorielle, à quel moment du cycle on est. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est comme dans un bon film d'horreur. Vous voyez Alien. Oui. Alien, vous flippez votre race jusqu'à ce que vous voyez la bestiole. Et puis le jour où vous voyez la bestiole, vous dites bon, c'est bon, elle est horrible, mais c'est pas si épouvantable. Et en fait, les marchés ont vécu sous la cocaïne des programmes de rachat d'actifs, quantitative easing, taux négatifs, etc. Ils ont vécu avec cette espèce d'exhilaration, si vous me passez l'anglicisme, vraiment dopé à la cocaïne, hein, de la dope monétaire des banques centrales. Et puis il y avait le problème de comment je les désaccoutume. Et en fait, cette perspective de désaccoutumance, c'était le monstre du film d'horreur. On ne le voit pas, on ne sait pas comment ça va arriver, à quelle vitesse, etc. Et donc, pour le moment, je trouve que la Fed fait un sans faute, c'est-à-dire qu'elle a une forward guidance, comme on dit, c'est-à-dire elle est vraiment très lisible à assez long terme. Et finalement, les marchés ont déjà pricé ça et ils se disent, on vit toujours dans un environnement incommodant, malgré les perspectives de hausse des taux. Il faut aussi dire qu'il y est allé très doucement, parce qu'il aurait pu faire 0,75 d'un coup. Enfin, soyons... Personne ne peut... Non, 0,5, on a hésité. Oui, mais il aurait pu faire 0,75 sans que ça crée... Voilà. Et il y va à coup de 0,25 en annonçant. Donc tout ça est très lisible pour le moment. Pas mal. Je participais à une table ronde hier justement et on attendait ces informations-là et ça c'est juste pour le clin d'œil. Bien sûr, tout ce qui est géré, le banquier central, il connaît son métier, les grands gérants connaissent leur métier. Je ne sais pas s'ils sont très sereins par rapport au monde dans lequel on vit. En fait, Nicolas, le nouveau monde non conventionnel qui devient conventionnel, c'est pas mal. Là où je voulais en venir, vous me laisserez du temps pour les programmes scolaires. Je finis juste là-dessus, c'est que c'est plus inquiétant quand ça descend un peu les strates et c'est pas un jugement de capacité intellectuelle, chacun son métier. C'est plus l'impact que ça va avoir sur les politiques. Et sur les Français, y compris les acteurs économiques, chefs d'entreprise que nous sommes. Parce que évidemment, ce qu'explique Jérôme, ils savent très bien ce qu'ils font. Normalement, ils lèvent pas comme ça du jour au lendemain sans en avoir parlé. Ils ont des agendas. Selon tel scénario, l'agenda va être recalculé, non pas d'un coup, mais de 5 coups d'avance, etc. Le problème, c'est les habitudes que prennent les hommes politiques, qui changent tous les 5 ans, tous les 4 ans aux États-Unis, etc. Et qui n'ont peut-être pas forcément la capacité d'absorption et la visibilité, le fameux plan, qui a un impact. Donc en fait, on se fait peur avec des annonces. Normalement, ils savent à peu près où ils vont. Et ils ont déjà 2-3 coups d'avance, sauf signe noir de type on referme la Chine.
Ouais, où c'est violent, et là, il n'y a pas de Vous avez vu qu'il y maîtrise. a quand même une dizaine de villes chinoises qui sont reconfinées. Une ville chinoise, en moyenne, c'est 10 millions de mais personnes. ils viennent de réautoriser les gens à venir travailler. Ouais. Ils font pas comme la première fois. Ils ont commencé par attaquer comme la première Vous fois. vouliez réagir sur quelque chose? Oui, je voulais juste dire un truc. Ma seule zone de doute sur l'efficacité de la forward guidance des banques centrales aujourd'hui est la suivante. On dit toujours que quand je suis banquier central, je vais raisonner par rapport à l'inflation sous-jacente. Vous savez ce que c'est, hein, c'est or, prix de l'énergie et prix des matières premières On alimentaires. retire notamment. les prix les plus Exactement. volatiles. Voilà. Et en fait, je ne suis pas sûr que dans le monde que nous vivons là, dans cette transition, et notamment avec la transition énergétique, la nécessité d'avoir de l'énergie plus chère pour tout le monde, entreprises comme ménages, etc., je ne suis pas absolument sûr que ce repère ancien, académique, d'intervention des banques centrales, qui est je travaille sur l'inflation sous-jacente et pas sur l'inflation avec l'énergie et les produits alimentaires, soit le bon, mais je n'en suis pas certain. Voilà. Alors, aux États-Unis, l'inflation sous-jacente est élevée. Hein. C'est-à-dire que même quand on a retiré la volatilité mais de la l'énergie. Mais très bien, mais c'est normal, ils sont au plein emploi et tout. Ouais, C'est ouais. pas encore le cas en Europe. Donc c'est ça, là, on a quand même deux zones qui réagissent très différemment. Voilà. Mais donc ma zone de doute, c'est de savoir si cet indicateur académique qui normalement pilote la politique des banques, enfin permet à la politique des banques centrales, aux banques centrales d'avoir leur politique, des comptes première agricole et Normal, si les centrales font bien leur boulot, elles ont des centres de recherche intégrés qui sont considérables, elles iront dans la direction de Jérôme. doivent faire évoluer leur doctrine. Christian, elles contrarient leur modèle, forcément. Voilà, elles mais stress-testent leur modèle. elles continueront Et leur mandat. de se baser sur l'inflation sous-jacente, mais vraisemblablement corriger de la nécessité de faire monter tendanciellement les prix de l'énergie, si elles font bien Et donc, leur boulot. elles vont devenir un instrument essentiel d'accompagnement de la transition. Voilà. Encore plus qu'elles ne le sont. Nicolas, il veut son sujet. Oui, non, mais je veux, mais on a 9 minutes 30, tout va bien. Alors, moi, ça fait des années, vous m'avez entendu le dire, ils vont se dire dose radote. C'est vrai, on a tous nos marottes. Hein. Moi, il y a l'euro numérique, par exemple, j'aimerais bien qu'on en reparle un de ces jours, parce que je trouve ça merveilleux.